Salutations les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une petite review tranquillou du chapitre 849 de One Piece, en plus du live hebdomadaire que l'on fera ce soir sur YouTube. Alors voilà, avant tout j'apprends de mes erreurs et comme vous aurez pu le constater, aucun titre spoil, comme ça je ne vous gâche pas le plaisir de la découverte. Et de plus, je vais sans doute utiliser des fanarts pour imager ma vidéo, et beaucoup d'entre eux proviendront de Pandart, un dessinateur talentueux de Twitter qui possède aussi une page DeviantArt. Je vous laisse donc les liens pour le retrouver dans la description. Je vois que beaucoup de mes confrères youtubeurs utilisent ces créations sans le citer, ce qui est bien triste, et j'espère donc que cette petite parenthèse que je viens de faire t'aidera Pandart. Merci à toi et tous les coloristes et illustrateurs pour tout ce que vous apportez au chapitre hebdomadaire de One Piece, vous déchirez. Alors le chapitre 849 se nomme Shoniki au pays des miroirs et nous pouvons retrouver en page d'illustration Brook composant une mélodie pour ce qui semble être une jeune demoiselle. Notez que depuis quelque temps, de nombreuses couvertures de chapitres proviennent de requêtes de personnes lisant One Piece. Par conséquent, je ne sais pas si on peut utiliser ces dites couvertures pour capter un petit message subliminal qu'Oda aurait voulu nous faire passer, comme on le faisait avant, étant donné que ce n'est pas réellement une idée de lui à la base. Mais on va pas se prendre le chou pour ça et on va direct entrer dans le vif du sujet. La première page met en scène Papa Jaji ainsi que ses trois fils chéris, toujours autant tête à claque l'un que l'autre. Ils abordent le sujet de Reiju et de Sanji. En effet, Reiju semble temporairement déserter la réunion familiale, mais nous y reviendrons après car pour l'heure ce n'est pas le plus important. Ils se demandent surtout où vivront Sanji et Pudding après leur mariage, et Jaji rétorque que ça sera bien évidemment au royaume des Garma car Pudding fera office d'otage, histoire que Big Mom ne la leur fasse pas à l'envers quoi. Ce qui montre qu'il se méfie bien d'elle au final, mais le plus intéressant dans cette page c'est qu'il parle de ça librement devant les objets animés de Big Mom, et ça pour moi c'est une grosse erreur, car j'ai le pressentiment que Big Mom peut voir ou entendre les choses via les objets qu'elle contrôle, ce qui expliquerait pourquoi elle était au courant quand Luffy est arrivé sur Whole Cake Island il y a de ça une vingtaine de scans. Et du coup je me demande, peut-être à tort, si cette méfiance qu'a les Garma envers Big Mom sera réellement sans conséquence dans l'avenir. Surtout le fait que Big Mom le sache en fait, ça risque de faire de grosses tensions lors du mariage et ça va encore plus dans le sens du scénario où les Garma et Big Mom se livreront une guerre à un moment ou à un autre de l'arc. Dans la page suivante nous avons enfin Chopper et Carotte qui rentrent en scène. Alors en fait la carotte qui était censée se faire bouillir n'est pas vraiment carotte mais une grenouille transformée grâce au pouvoir de brûler. Bon admettons, je suis pas spécialement fan du scénario mais passons. La vraie carotte se dévoile, mettant Randolph, un autre lapin décidément, à terre en un seul et unique jet de cailloux. Lui qui était si fort dans The Seducing Wood, il s'est très vite retrouvé au sol. Carotte renverse par la suite l'eau bouillante sur le reste des ennemis présents, dont Brûlé qui va sérieusement finir par ressembler à une lépreuse, et utilise la fameuse électricité des Minx dans l'eau ou patauger ses adversaires pour tous les électrocuter et les mettre hors d'état de nuire. Bon, rien que cette scène démontre une fois de plus la puissance dont peut faire preuve Carotte. Je me répète mais je la vois tellement bien au sein de l'équipage, entre son agilité, sa force et sa détermination, elle ajouterait vraiment la puissance supplémentaire dont manquent tant les Mugiwara. Si Carotte et Jinbei rejoignent successivement les Mugi, ça ne peut être vraiment que bénéfique. Dans tous les cas, elle et Chopper n'ont bien fini avec l'équipe de Brûlé et peuvent reprendre leur voyage dans le monde des miroirs. Bon alors la scène suivante met en avant Sanji, et c'est triste à dire mais il ne se passe rien, absolument rien depuis bien trop longtemps déjà. Il se contente juste de cuisiner pour Pudding, qui ne s'est pas présenté au déjeuner, en ignorant les nouvelles du garde sur l'avancée des Mugiwara. Donc là on ne sait rien de plus à part que Pudding a elle aussi plus ou moins disparu, chose dont tout le monde se doutait en fait au vu de la fin du dernier chapitre. Dans la scène suivante, on retrouve un Brook plus badass que jamais qui one-shot deux gardes de la salle des trésors, en plus de tous les autres gardes qu'il a déjà mis au tapis. Mais devinez qui débarque en explosant les murs? Je vous le donne en mille. Big Mom les gars. Prenant Brook en flagrant délit de vol, sa colère se retrouve finalement vite atténuée au vu de ce dernier, car comme beaucoup s'en doutaient, Big Mom apprécie particulièrement l'aspect peu commun de Brook. Du coup, je ne sais pas vraiment s'il y aura un combat entre les deux, mais l'objectif de Big Mom sera bien évidemment de le capturer afin de l'ajouter à sa collection de monstres. On enchaîne sur une scène de Pedro qui se retrouve face à Tamago. Étonnamment, ces deux-là ont un lien. Il y a de ça 5 ans, quand Pedro avait tenté de voler l'un des poneglyphes de Big Mom, Tamago a dû l'arrêter dans sa course et un combat a sans doute eu lieu. Ce combat résultera de la perte de l'œil gauche respectif des deux personnages et encore pire pour Pedro, 50 ans de vie en moins qui va directement dans les grosses miches de Big Mom. Autant vous dire qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps à vivre. Personne ne s'y attendait, mais ça devait être le prix à payer pour sa liberté. Alors est-ce que Jinbei subira le même sort? Des années de vie en moins? J'en ai strictement aucune idée, mais ça reste particulièrement horrible comme sacrifice. Dans tous les cas, un combat aura sans doute lieu entre les deux personnages, et Pedro déclare que depuis le début, il n'avait pas l'intention de rentrer sur Zou vivant. L'affrontement risque donc de prendre une tournure un peu spéciale. Et pour clore ce chapitre, nous retrouvons une Reiju titubante et ensanglantée dans les couloirs du château de Totland. Alors on ne sait pas qui a pu faire ça ne peut pas être un subordonné de Big Mom, ils sont pas assez fous pour s'en prendre à l'un des alliés de l'empereur
l'empereur, donc deux possibilités s'offrent à nous. Soit il s'agit d'un des frères Vinsmoke, Ishiji, qui aurait pu apprendre que Reiju avait sauvé Sanji à l'époque et a donc voulu se venger. Ça expliquerait pourquoi il a été si bref quand Yonji a demandé si l'un d'eux l'avait vu. De plus, c'est le dernier à l'avoir vu partir, donc ça fait de lui automatiquement le premier suspect. Soit il s'agit du retour de Capone Bege. Il aurait décidé de foutre la zizanie dans la relation entre Big Mom et les Vinsmoke, et là, c'est carrément probable. Sa blessure ne se situe qu'à la jambe gauche, et Capone aurait très bien pu lui tirer à distance afin de la blesser tout en restant dans l'ombre. Cependant, je ne sais pas si la réaction des autres sera à la hauteur des attentes de Capone, si c'est bien lui l'auteur du méfait. En fait, je ne pense pas que Jaji soit particulièrement intéressé par sa fille. Il compte surtout sur ses fils afin qu'ils reprennent les rênes du Garma plus tard. Il ne rejette pas sa fille comme il a rejeté Sanji, car elle reste puissante comparée à Sanji étant enfant, mais il ne semble vraiment pas se soucier d'elle. Donc peut-être que Capone voulait que Jaji se rebelle contre Big Mom et lui déclare une sorte de guerre suite à l'agression de Reiju, mais que finalement rien de tout ça ne se produise, mais plutôt que le rejet ou la tentative d'assassinat de Reiju soit l'un des éléments déclencheurs du power-up de Sanji. Et ça, j'en parle depuis des mois. Pour moi, c'est la seule personne qui pourrait faire en sorte que ce dernier se réveille vraiment. Donc il s'agit peut-être là d'une opportunité, reste à voir comment tout va se dérouler. C'est la fin de cette petite review les amis, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve quand même ce soir pour un petit live à propos de ce chapitre et vendredi 17h pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Passez une très bonne soirée les amis, peace à vous.